Nous sommes maintenant très heureux d'accueillir le docteur Loïc Favennec qui va nous parler donc du côté humain dont on n'a pas trop l'habitude, mais qui va, je pense, nous révéler des choses très intéressantes. Oui, bonjour. Alors moi, j'ai pas mis de site. Je remercie les collègues avec qui je bosse, mais je travaille sur Giardia depuis assez longtemps. Puis j'ai commencé mon DEA et ma thèse sur Giardia dans les années 85, pas avant Jésus-Christ, hein, au siècle dernier simplement. Et donc, je vais vous parler des infections humaines à Giardia. Alors, ce que n'a pas dit Bruno, c'est que Anton von Leeuwenhoek a décrit Giardia en 1681, donc il avait mis au point son espèce de loupe microscope pour pouvoir mieux compter les fils de ces tissus, et il avait mal au ventre, il avait la diarrhée, il a regardé ses selles, il a vu des trucs bouger, il a décrit Giardia, et donc c'est le premier micro-organisme pathogène décrit avant toute bactérie et avant tout chez l'homme. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, avec les deux noyaux. Alors moi je parle de Giardia, enfin chez l'homme j'essaye de faire parler Giardia duodenalis parce que Giardia a été décrit, il y a eu toute une série de taxonomies différentes. D'un point de vue pratique, il y a eu une classification morphologique en microscopie électronique en 1952 par un auteur qui s'appelle Phillis et qui a différencié morphologiquement les Giardia duodenalis, qui sont ceux de l'homme et des animaux dont on voit ici donc les différents types, et les Giardia muris qui sont morphologiquement différents chez les rongeurs, et Giardia agilis qui sont différents chez les oiseaux. Et donc d'un point de vue pratique, vous avez plusieurs assemblages. Alors moi je me suis arrêté au G, mais je peux dire à Bruno qu'il existe un I chez le diable de Tasmanie. Et donc, il y a des assemblages de Giardia, on n'a pas fini, je pense, d'en trouver. Mais chez l'homme, on trouve principalement du A et du B. Peut-être ce que je retiendrai, c'est qu'on a du mal. Il y a eu beaucoup de sous-assemblages qui ont été décrits. Il y avait des assemblages A1 pour les mammifères et A2 qui seraient spécifiques de l'homme, du castor et du rat musqué. Mais la question, c'est que d'un point de vue pratique pour la reproduction des Giardia, on dit que c'est une reproduction asexuée, mais en réalité, je ne suis pas sûr du tout qu'il n'y ait pas une petite reproduction des échanges génétiques qui ont été décrits en particulier pour l'assemblage B entre les noyaux, qui fait qu'on n'a pas une population clonale. Et donc, il est très difficile de déterminer des sous-espèces parce que vous avez des recombinaisons qui font que si vous avez 3 marqueurs, vous allez trouver un A1 avec un marqueur et A2 pour la même souche avec les 2 autres marqueurs. Donc du coup, c'est difficile de faire les sous-espèces, donc je préfère parler uniquement des assemblages A et B. Et je suis d'accord avec Bruno, pour l'instant on est résistant parce que les médecins connaissent rien en parasito, pas grand-chose en parasito. Et donc, ils sont résistants, et moi aussi, à changer les noms parce qu'ils comprendront, enfin, ça deviendra difficile. Déjà, Giardia, ça leur suffit. Donc, pour l'instant, on reste sur Giardia duodenalis. Mais je pense que, en effet, l'assemblage B n'est pas la même espèce que l'assemblage A. Mais on n'en a pas de preuves. Alors, chez l'homme, chez l'homme, la giardiose est relativement fréquente. Si on regarde en épidémiologie, tout d'abord, la répartition géographique. C'est absolument cosmopolite. Vous trouvez du giardia absolument partout. Dans les pays industrialisés, il y en a de 2 à 7% d'infections. En France, on trouve entre 1,6 et 4%. Dans une étude qu'on avait fait à Rouen, on avait trouvé 4% de patients qui étaient infectés. D'un point de vue pratique, il y a 70% d'asymptomatiques. Donc il y a beaucoup de gens qui sont infectés sans le savoir. Quand on regarde les formes symptomatiques, en 2021, donc je suis responsable du Centre national de référence de la cryptosporidiose. On va passer Centre national de référence des protozooses intestinales là à partir du 1er janvier. Et on a fait donc des enquêtes au niveau national sur on a à peu près 100 000 examens parasitologiques des selles qui sont faits dans les réseaux. On a 65 labos qui collaborent au réseau. Et sur ces 100 000 selles, on a à peu près 1,7% des examens parasitologiques des selles faits qui sont positifs à Giardia. C'est le premier parasite, c'est le parasite le plus fréquemment retrouvé chez l'homme. On estime à environ 200 millions de nouveaux cas chez l'homme de parasitose dans le monde.
Dans les pays en voie de développement, c'est beaucoup plus fréquent. Vous voyez que des enfants au Gabon, on trouvait 25%, en Inde 76%. Moi, j'ai travaillé au Pérou et j'ai eu 38,4% d'enfants qui étaient infectés par Giardia. Donc c'est relativement fréquent et on a très souvent des génotypes B, même si en France on trouve à peu près moitié-moitié génotype A, génotype B. Ça nous fait quand même penser que peut-être le génotype B est plus pathogène chez l'homme. Alors je ne sais pas pour les animaux, mais est plus pathogène chez l'homme et plus souvent traduit cliniquement. Alors quand on regarde les âges, alors nous c'est différent, vous allez le voir tout à l'heure, il y a des acides gras non saturés dans le lait maternel chez l'homme, ce qui n'existe pas chez les animaux, et chez les singes sûrement, je ne sais pas, mais chez les autres animaux, je dirais. Et d'un point de vue pratique, les acides gras insaturés tuent les parasites. Et donc, chez les enfants qui sont allaités au sein maternel, il n'y a pas de giardiose. Et donc, c'est après l'arrêt de l'allaitement qu'on a un pic de Giardia jusqu'à 4 ans. Hein. Et ensuite, on a un deuxième pic. Les facteurs de risque qu'on va voir tout de suite, c'est le fait de s'occuper d'enfants qui ne sont pas continents, donc changer les couches d'un enfant. Et donc, c'est l'âge des parents de ce groupe-là. Alors, au Pérou, c'est la même chose. J'avais eu un pic à 3-4 ans. Je pense qu'après, il y a peut-être une petite immunité. On ne l'a jamais décrite, mais il y a peut-être une petite immunité. Et puis, les enfants, à 3-4 ans, commencent à être ensemble, commencent à aller à l'école. Et à l'école, il y a beaucoup d'épidémies de giardiose. Alors, les facteurs de risque, la dose infectante est faible. Hein. Elle est de 1 à 10 kystes. Je pense qu'elle est vraiment très faible. La protection avant 6 mois, comme je vous l'ai dit, c'est les acides gras insaturés et les IgA du lait maternel. Alors, il y a eu un problème parce que on a eu, vous savez, en parasitose humaine, on a eu la déflagration, je dirais, de l'infection, de la pandémie par le VIH avec les stades SIDA où les gens avaient de la toxo et mouraient de toxoplasmose, de la pneumocystose, de la cryptosporidiose. Et donc, on s'est posé la question pour Giardia parce qu'on s'est retrouvé avec pas mal de patients qui avaient des giardioses. Et finalement, on s'est aperçu que c'était pas l'immunodépression qui augmentait la fréquence de la giardiose. Et donc, le fait d'être immunodéprimé ne facilite pas le développement d'une giardiose. C'est le fait qu'il y avait un phénomène croisé. C'est qu'il y avait dans ces populations-là beaucoup de gens qui étaient homosexuels et que les pratiques sexuelles étaient un facteur de risque de développement de la giardiose. Alors, les autres facteurs de risque, c'est le fait d'être en charge d'un enfant avec des couches, de voyager dans les pays hyperendémiques. Hein. Si vous allez en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, vous avez des chances de choper la giardiose. C'est une des causes régulières de ce qu'on appelle la tourista. Hein. La consommation d'eau du robinet, parce que Giardia vit finalement pas si mal dans l'eau du robinet. Hein. La consommation de végétaux crus, alors ça on le reverra tout à l'heure, ça me pose question. J'ai eu des cas en médecine humaine de gens qui visiblement se sont contaminés avec des végétaux, qui visiblement c'était les salades du jardin parce qu'ils avaient une toxocarose en même temps qu'ils avaient une giardiose, et il y avait plein de chats dans la maison, donc je veux pas incriminer les chats, mais je pense qu'ils sont peut-être contaminés avec les salades, mais on le verra tout à l'heure, dans les épidémies que l'on a liées à l'alimentation, c'est l'homme qui est contaminé, c'est pas les végétaux. Et puis peut-être des animaux avec des contacts avec des animaux domestiques, il n'y a qu'une étude qui a remontré significativement une contamination par ce facteur de risque comme étant un facteur de risque de la giardiose. Pour la natation dans les rivières et les lacs, alors il n'y a pas seulement la natation, il y a également la consommation d'eau pure. Vous savez, aux États-Unis et au Canada, il y a énormément de campeurs, de très beaux, alors je ne les connais pas malheureusement, mais de très beaux parcs nationaux. Les gens partent pour plusieurs jours et boivent l'eau qui est très claire. Et ça, j'ai régulièrement également des gens qui se contaminent parce que les gamins ont bu l'eau très claire, elle est fraîche, elle est très bonne parce qu'on a soif l'été. Et en réalité, au-dessus, il y a soit un rat musqué, soit un castor, soit quelqu'un qui a déféqué, et donc il récupère les kystes de Giardia. Alors, comme c'est les mêmes génotypes, s'il y a très peu de kystes, la personne ne va pas être contaminée, mais si entre les deux, il y a un castor ou un rat musqué qui, lui, a multiplié et excrète des millions de kystes, à ce moment-là, les gens sont contaminés. Alors, il y a un livre que je ne vous conseille pas, mais qui donne Giardia comme exemple
contamination de l'environnement par l'homme, qui s'appelle Comment chier dans les bois. C'est un parasite, c'est un truc que vous aviez, qui est peut-être encore en vente à Nature et Découverte, et ils ont tout un chapitre sur la giardiose pour expliquer que justement faut faire attention à ces excréments quand on part dans les bois ou en nature, parce que il y a des risques de dissémination des giardias. Alors, quand on regarde la saison, c'est plutôt la saison d'été. Alors, peut-être à cause de la natation et à cause... c'est vrai qu'on mangeait également plus de végétaux l'été. Les cas aux États-Unis d'épidémie, c'est lié soit à l'eau de boisson, mais très souvent à l'eau récréationnelle. Il y a eu des cas chez les gens qui faisaient du kayak, chez les gens qui nageaient. Parce que on considère que où que vous nagiez, vous avez régulièrement, vous avalez de l'eau. Il y a eu des épidémies dans les piscines parce que c'est relativement résistant à l'eau de javel et que le taux résiduel de chlore dans les piscines ne suffit pas à tuer les kystes. Donc si un enfant a eu un accident fécal, vous vous retrouvez avec des giardias dans l'eau. Par contre, comme vous voyez, pour les trucs alimentaires, c'est simplement les personnels de cuisine qui ont une mauvaise hygiène, et que contrairement à Cryptosporidium, où on trouve régulièrement du Cryptosporidium dans les aliments, dans Giardia, on trouve quasiment très très peu de Cryptosporidium dans les aliments. Donc, vous voyez, c'est déjection de rongeurs dans un Christmas pudding, une soupe de tripes. Alors ça, par contre, voilà, bon, ce que je vous dirais, ce qui était visiblement mal lavé, je ferais que citer Clémenceau qui disait la politique, c'est comme les tripes, faut que ça pue la merde, mais pas trop. Alors, un peu, mais pas trop. Donc, pour revenir, Clémenceau étant médecin, je me permets de citer Clémenceau. Donc, pour revenir à la résistance des kystes de l'environnement, vous avez la survie dans les selles est relativement courte, enfin, elle dure quand même 15 jours, dans 2 à 4 semaines. Dans l'eau douce aussi, il y en a beaucoup moins en milieu marin. C'est relativement résistant au chlore, si bien que si vous partez dans les pays en voie de développement et que vous utilisez de l'Aquatabs, par exemple, j'ai testé l'Aquatabs parce qu'il m'avait demandé de le tester, ça marche pas. Donc sachez que les comprimés d'eau ne marchent pas. Il vaut mieux une bonne filtration ou une microfiltration. Pour Giardia, c'est assez gros, donc c'est relativement facile. C'est autrement sensible aux UV et autrement, en général, il y a beaucoup moins d'épidémies que de cryptosporidiose chez l'homme en France parce que la coagulation, flocculation et filtration sur sable arrêtent les Giardia alors qu'ils n'arrêtent pas les cryptos. La filtration sur sable arrête quasiment pas les cryptos parce qu'ils sont ronds et qu'ils sont tout petits, alors que là, comme c'est ovale, c'est beaucoup plus arrêté. Alors, pour étudier la contamination de l'environnement en Normandie, vous reconnaissez peut-être l'estuaire de la Seine avec Rouen et Le Havre. Donc nous, on est à Rouen. On avait étudié quelles étaient les sources possibles de Giardia dans l'environnement et on avait étudié les stations d'épuration. Entre parenthèses, vous avez la concentration par litre en entrée et sans parenthèse en sortie. Et vous voyez que même s'il y a un abattement qui est significatif des Giardia dans les stations d'épuration, vous avez quand même une élimination des parasites qui sortent dans l'eau qui reste significative. Si vous étudiez par contre les affluents de la Seine, à part un affluent qui est un petit affluent qui est quasiment un égout à ciel ouvert parce que il se jette dans Rouen, il fait toute l'agglomération rouennaise et je suis sûr qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'épuration et où les toilettes tombent directement dans le truc. Donc du coup, on avait trouvé énormément de kystes de Giardia, mais en dehors de ça, il y a dans les autres rivières, il y en a relativement peu. Alors la survie des Giardia dans l'eau est relativement importante, contrairement à Cryptosporidium, parce que Cryptosporidium c'est tout petit, c'est bouffé par d'autres bestioles comme les rotifères, alors que les Giardia, eux, sont très gros et donc ne sont pas phagocytés. Mais ils ont une durée de vie, s'ils ne sont pas phagocytés, ils ont une durée de vie qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus faible que la Cryptosporidiose. Mais ils sont pas mangés, quoi. Ils restent sur place. Quant aux rivières, vous voyez qu'on retrouvait un peu de Giardia dans l'eau. Vous voyez, c'était comparé aux cryptos, on n'en a pas énormément dans la Seine, mais on retrouve un peu de Giardia dans l'eau. Et quand on regarde dans les coquillages, donc les moules d'eau douce, les dressènes, on avait des quantités significatives de Giardia, parce que une dressène filtre 40 litres d'eau par jour, donc pour nous c'est un excellent indicateur de la contamination des eaux par les parasites, ou même par autre chose. Mais
pour nous intéresser aux parasites. Alors, quelle est la clinique ? Après avoir vu un peu d'épidémie, quelle est la clinique en médecine humaine? Je vais aller très très vite. C'est comme chez les animaux, je ne savais pas, mais on a l'acide chlorhydrique et la pepsine qui font digérer la paroi, qui libèrent un trophozoïte en fin de division, qui va s'attacher juste à l'entrée, à la sortie de l'estomac, au début du duodénum, à D1, D2. C'est là aussi parce qu'il y a l'arrivée du sphincter de Die et des selles biliaires, et que les selles biliaires favorisent la multiplication des parasites. Et donc, d'un point de vue pratique, vous allez avoir une infection au niveau du duodénum. Et puis, l'effet de la trypsine, de temps en temps, fait que les parasites vont de façon inconstante s'enkyster, et vous allez avoir une élimination des kystes dans les selles, mais de façon inconstante. Quelle est la physiopathologie? Alors, peut-être, dans un modèle, on avait trouvé, nous, quand j'étais à Paris, que ça inhibait la lipase pancréatique. C'était à l'université Paris 5. Donc, ça explique peut-être la maldigestion et le fait que l'on trouve beaucoup de lipides dans les selles. Hein. Ça modifie les jonctions cellulaires, ça c'est bien décrit, et donc ça permet le passage par augmentation de la perméabilité d'antigènes alimentaires et de bactéries dans la sous-muqueuse, et donc ça entraîne une réaction avec un afflux de lymphocytes épithéliaux. Cet afflux de lymphocytes épithéliaux entraîne une augmentation du renouvellement cellulaire des entérocytes, si bien que les entérocytes qui se retrouvent en haut n'ont pas eu le temps, parce qu'ils ont migré très très vite des cryptes aux villosités. Au sommet des villosités, on trouve des entérocytes qui n'ont pas de grande microvillosité, donc on a une malabsorption en plus de la maldigestion liée à l'inhibition de la lipase pancréatique. On a des mastocytes au niveau intestinal, ça on l'a bien décrit, ce qui est un responsable dans le syndrome de l'intestin irritable, et au niveau cutané, c'est André Buret, qui est notre collègue de Calgary, qui travaille sur Giardia depuis assez longtemps également, et qui avait montré dans un modèle de Gerby qu'il y a des mastocytes cutanés, ce qui peut expliquer chez l'homme le fait d'eczéma, et qui est peut-être en lien avec les lésions qu'a montré Bruno sur le chien. Alors, il y a un rôle dans le syndrome de l'intestin irritable, parce que les mastocytes contiennent beaucoup des granules avec de l'histamine, que quand vous avez une augmentation de la pression au niveau de l'intestin, la pression sur le mastocyte physique va entraîner une dégranulation, et cette histamine va entraîner une douleur par l'axe intestin-cerveau. Et on a montré également, nous, avec André, que dans un modèle de rat, on avait une augmentation du nombre de terminaisons nerveuses chez les animaux qui avaient été infectés par Giardia. Donc c'est un syndrome de l'intestin irritable post-infectieux, c'est-à-dire que les animaux, que ce soit des modèles rongeurs, souris ou rats, dès l'instant où ils ne sont plus allaitants, je cherche le nom, mais ils vont être... se guérir spontanément, et 3 mois après la guérison, ils ont des douleurs intestinales qui sont objectivées par, on étudie chez les animaux qui sont endormis, le réflexe vagal après avoir ballonné l'intestin et regarder la douleur à la pression. Alors, les films cliniques chez l'homme, il y a 70 à 80% de cas asymptomatiques, donc c'est excessivement fréquent. Est-ce que c'est lié à l'homme? Est-ce que c'est lié au Giardia? Je pense que c'est lié aux deux. Je pense qu'il y a des souches qui sont beaucoup moins pathogènes que d'autres, mais on trouve plus de B, donc peut-être qu'en effet, il y a des souches qui sont moins pathogènes que d'autres. La durée d'incubation, elle est comme tous les protozoaires chez l'homme, les protozoaires intestinaux, que ce soit Giardia, Entamoeba ou Crypto, on a 1 semaine d'incubation, ce qui rend difficile de retrouver dans les cas d'épidémie la cause, parce que les gens commencent à être malades qu'1 semaine après avoir été infectés, et donc on les diagnostique souvent 15 jours à 3 semaines après qu'ils étaient infectés. La durée des symptômes, elle est variable, elle peut durer de 8 jours, mais chez les patients ça dure 2 mois, il y a des patients ça dure 18 mois. Les symptômes sont plus marqués quand il y a un déficit en IgA, par contre, pas en immunité cellulaire, mais en IgA. Il y a des formes persistantes qui sont plus marquées chez les patients immunodéprimés. Moi, je double la dose chez le patient immunodéprimé. Alors, je ne sais pas, chez les animaux, il y a beaucoup d'animaux immunodéprimés, mais chez l'homme, il faut doubler la dose pour avoir une bonne efficacité. Et puis, la période contagieuse, comme pour la cryptosporidiose, il y a une élimination des kystes après la guérison clinique qui fait que les gens restent contagieux après avoir été guéris cliniquement. La diarrhée, c'est une diarrhée graisseuse,
giardieuse, typiquement, on a des selles chamois, des fêtes pâteuses, spumeuses, malodorantes. En gros, on a des bouses. Les gens, ils vous disent que c'est le signe de, moi, ce que j'appelle le signe de la chasse d'eau. C'est-à-dire qu'ils viennent vous dire en disant, bah voilà, oui, en effet, j'ai mal au ventre, j'ai des selles. Et puis, j'ai beau tirer sur la chasse d'eau, la selle, elle reste flottée et elle n'est pas éliminée. Hein, c'est des selles très graisseuses que l'on a. On peut avoir très souvent des nausées, mais qui peuvent être très importantes avec des vomissements chez l'enfant et des douleurs abdominales qui, en général, restent importantes. Et puis ensuite, on passe à une phase chronique si les gens ne sont pas guéris, très souvent, avec simplement une diarrhée une fois ou 2 fois par mois, avec le reste du temps un transit qui est normal. Mais on a toujours, dans ces cas-là, une anorexie. L'anorexie, elle est présente chez tous les patients qui ont une giardiose, avec une dyspepsie, donc l'impression de satiété en permanence. Hein, l'impression d'avoir l'estomac plein en permanence, et les gens n'ont pas faim. C'est vraiment, ils arrêtent donc ils maigrissent. Moi, j'ai régulièrement des patients qui viennent me voir en me disant, je suis sûr d'avoir un cancer parce que j'ai perdu 5 ou 10 kilos, personne ne trouve rien. Je leur dis, non, vous inquiétez pas, vous devez avoir une giardiose. Je les traite et ils reprennent 5 ou 10 kilos. Donc la question se pose quand même de commercialiser. Il faut que j'en discute avec mon collègue, de commercialiser des kystes pour faire maigrir. En plus, c'est bio, on peut mettre ça en kyste, et puis en plus, après, il suffit de traiter, il suffit de prendre une souche qui est sensible, on traite derrière. Alors les gens, après, qu'ils auraient arrêté, mais je trouve que c'est quand même plus simple, et puis ça permettrait de développer un peu la recherche sur la giardiose. Bon, c'est associé souvent avec la petite enfance. Et alors, quand c'est très fréquent chez le petit enfant, moins de 2 ans, ça a été associé à une diminution des capacités cognitives à 7-8 ans. Parce qu'on pense qu'il y a une hypovitaminose et une dénutrition qui est responsable de ça. Ça a été bien décrit au Pérou, justement, et en Amérique du Sud, par des auteurs américains. Et puis donc on peut avoir des symptômes, c'est pas souvent, mais on peut avoir des symptômes cutanés avec des urticaires, et j'essaye d'expliquer aux étudiants que j'ai que si jamais ils ont un urticaire et qu'ils n'ont pas de cause, essayez quand même de rechercher la giardia ou de traiter. Dans le sang, on peut avoir une diminution des vitamines liposolubles, donc ADEK, et puis quelquefois B12 et acide folique. On n'a pas d'hyperéosinophilie sanguine parce que c'est un protozoaire. Par contre, on a une hyperéosinophilie intestinale, et donc on a des cristaux de charcolédène, on a une augmentation des IgE totaux. On a une stéatorée qui est souvent très importante et qui est associée maldigestion avec de la graisse à l'examen microscopique. On voit des triglycérides à chaîne longue et plein d'acides gras parce qu'il y a une malabsorption. Alors, comment on fait le diagnostic chez l'homme ? Soit on fait on prend un examen parasitologique des selles, c'est quand même relativement simple, mais c'est très souvent mal accepté par les patients. On a du mal à avoir les selles des patients. Ils préfèrent, pour certains, avoir une endoscopie. Et donc, à ce moment-là, on a une biopsie duodénale ou un liquide biliaire, ce qui permet d'avoir plus facilement les giardia. On a les trophozoïdes, du coup. Évidemment, le diagnostic sérique, a priori, ne sert à rien. Dans les selles, on fait un examen direct. Une sédimentation, on ne fait pas une flottation comme pour vous, parce que la selle chez l'homme, la selle est excessivement grasse quand il y a une giardiose. Et alors, il y a tout en surface, donc vaut mieux avoir un mon culot que d'étudier une flottation. On peut utiliser des anticorps fluorescents. Maintenant, on fait énormément de PCR et des PCR multiplex qui font giardia, crypto, entamoeba, cyclospora, and so on. On a des PCR à 26 cibles chez l'homme maintenant pour diagnostiquer les parasites. Alors, vous voyez une petite photo d'un trophozoïde de giardia, les kystes de giardia et le traitement. Alors, le traitement, on a le métronidazole qui a été utilisé pour une fois que c'est pas l'inverse, que c'est un médicament humain qui a été utilisé en vétérinaire. Donc, on a le métronidazole qui est utilisé à raison de 750 mg par jour, un comprimé matin, midi et soir. On peut doubler la dose si on a un patient immunodéprimé. On a souvent des patients greffés rénaux, par exemple, qui sont immunodéprimés et qui ont une giardiose. Et puis autrement, on a des médicaments à durée de vie beaucoup plus longue, des azolés, comme le tinidazole, l'ornidazole ou le secnidazole. Le secnidazole, ça marche très bien, c'est celui qui a des durées de vie la plus longue. L'énorme avantage, c'est que d'un point de vue pratique, vous prenez une dose, donc s'il y a des effets secondaires, de toute façon, le patient va continuer. Il n'a pas à continuer à prendre le médicament, il l'a déjà pris, donc on est tranquille. Et alors qu'avec le métronidazole, très souvent, il y a des effets secondaires chez l'homme qui fait qu'il y a un arrêt du traitement. Et que comme il faut 7 jours, souvent il y a des échecs parce que le traitement n'est pas pris pendant longtemps, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus malades avec le métronidazole qu'avec la giardiose. Hein. Donc voilà, avec le cyclinazole, beaucoup moins d'effets secondaires, mais il reste chez l'homme les mêmes problèmes, c'est-à-dire il y a un effet antabuse. Vous n'avez peut-être pas ce problème chez l'animal, mais ça veut dire qu'il ne faut pas consommer d'alcool, et ça donne un goût métallique dans la bouche.
avoir travaillé sur des déquistements en microscopie électronique et avoir chopé une giardiose, j'ai pris du secnidazole et je peux vous dire que vous avez l'impression de bouffer du fer pendant 3 ou 4 jours. Autrement, les effets secondaires, comme je vous l'ai dit, sont plus prononcés pour le métronidazole. Et puis il y a les douleurs abdominales, il y a tout ça, les modifications du goût. Alors le deuxième type de médicament, c'est comme chez vous les benzimidazolés. Simplement, moi je trouve que ça marche pas. Chez l'homme, j'ai fait des essais. J'ai jamais compris comment l'albendazole avait eu l'AMM chez l'homme sur la giardiose. Il y a l'AMM, mais j'enseigne aux étudiants que, en gros, ça marche pas seul et que le mébendazole marche sûrement beaucoup mieux, mais l'albendazole marche mal. Il n'y a pas d'effet secondaire significatif. Par contre, on a très souvent des échecs thérapeutiques et dans ce cas-là, on fait systématiquement, et ça a été bien montré, ça avait été montré par Cacopardo en Italie il y a quelques années et ça a été repris après l'épidémie de Bergen. Les gens ont, sur les échecs par métronidazole, ils font, même s'il y a un échec métronidazole, échec benzimidazolé, vous associez les deux et ça marche. Donc l'association des deux marche très bien. Alors moi j'ai travaillé aussi sur le nitazoxanide, c'est un médicament qui est en ATU simplement, qui a peu d'effets secondaires, mais qui marche un peu sur beaucoup plus sur la diarrhée que sur la giardiose. Enfin bon, vous allez me dire, le patient il est plus content d'avoir plus de diarrhée, le fait qu'il continue à excréter des giardias, il s'en moque un peu, l'instant où il arrête de vomir et où il a plus mal au ventre. Alors, il y avait des médicaments, mais qui sont plus commercialisés en France. La furazolidone et akinacrine. La paromycine est maintenant commercialisée en ATU parce qu'on nous a retiré l'intétrix pour le traitement de l'amibiase. Et donc, il y a plein de médicaments qui disparaissent. La chloroquine a disparu chez l'homme. Et donc, comme il n'y a plus l'intétrix qui était du tilitinol, tilbroquinol, on utilise la paromycine. Les effets, les résistances. Alors il y a, vous savez que le métronidazole est un médicament, les azolés, les nitro-5-imidazolés sont des médicaments qui sont transformés, qui sont des prodrogues, qui sont diffusibles, qui passent dans toutes les cellules, qui vont être transformés en radicaux libres, qui vont détruire les cellules anaérobies, qui ont la capacité de les transformer en radicaux libres. Donc ils sont métabolisés que par les cellules anaérobies, bactéries ou parasites. Et donc il y a des enzymes qui ont été décrits, en particulier par les Upcroft, qui sont des collègues australiens à la fin, au début des années 2000, et qui ont bien décrit qu'il y avait une augmentation, une modification de la pyruvate ferredoxynoxydoréductase dans certaines souches résistantes. Nous, on trouve ça aussi, quelquefois en PCR, mais c'est relativement peu fréquent, c'est-à-dire que très souvent, on a des échecs thérapeutiques, on peut avoir des souches qui sont résistantes, mais ces souches résistantes, on n'a pas de marqueur génétique trouvé pour l'instant de la résistance. On pense que c'est plus de l'épigénétique avec des modifications de la méthylation de l'ADN, et on est en train de travailler là-dessus pour essayer de comprendre comment les souches sont résistantes, parce que les échecs thérapeutiques chez l'homme sont relativement fréquents. Donc, il y a des échecs également benzimidazolés qui ont été décrits avec une modification de structure du cytosquelette, des modifications des enzymes impliquées dans le métabolisme énergétique, et puis pour nitazoxanide, une surexpression de la protéine phosphate isomérase. Il y a des souches, nous, on a régulièrement des échecs, donc les gens nous les envoient pour savoir si c'est une résistance ou une recontamination. C'est assez difficile parce qu'il faut que la souche puisse être déquistée et qu'on puisse faire ensuite une étude, soit in vitro, soit in vivo. Alors avant, on faisait des études in vivo, mais maintenant, avec la restriction sur les animaux de laboratoire, c'est plus difficile. On essaye de faire des études in vitro, mais ça veut dire qu'il faut axéniser la souche et c'est relativement difficile, mais il y a plein de souches, il y a plein de modèles différents qui ont été décrits. Moi, je travaillais sur des cellules CACO2 avec Giardia dessus. On a décrit également au labo un modèle animal avec une association entre échec thérapeutique et dose infectante 50 élevée pour le métronidazole ou l'albendazole. Mais le problème, c'est toujours ça, il faut qu'on arrive à déquister la souche, et donc ça nous arrive une fois sur 3 ou sur 4. Et pour déquister la souche, le seul animal qui puisse être infecté par des kystes de Giardia, c'est la gerbille, et donc on infecte expérimentalement la gerbille avec les kystes, et ensuite on sacrifie la gerbille, on récupère les trophozoïdes et on les passe chez le saurisson.
Alors, pourquoi c'est important de donner un traitement correct chez l'homme? Parce qu'il y a le syndrome de l'intestin irritable post-infectieux, comme je vous ai parlé. L'incidence, c'est 5 à 32%. Ça a été d'abord décrit au niveau bactérien avec Salmonelle, Shigella, Campylobacter. Giardia a été décrit en particulier suite à l'épidémie de Suède, dont je vais vous parler un tout petit peu. Et il y a des douleurs. Les gens, après avoir été guéris, font pendant au moins 6 mois, mais ça dure souvent 2, 3, 4, 5 ans. Ils ont des douleurs abdominales chroniques. Il n'y a pas de lésion anatomique, simplement. Enfin, il n'y a pas de lésion visible à l'endoscopie. Simplement, c'est soit une mastocytose, et les mastocytes ont une durée de vie assez longue, ils restent dans l'intestin. Et donc, lorsque vous avez une pression, par exemple, si vous avez des gaz, vous avez une augmentation de la pression de la paroi de l'intestin. Et ces gens-là vont avoir une douleur, alors que avec la même pression, quelqu'un qui n'a pas un syndrome de l'intestin irritable n'a pas de douleur. Donc, le diagnostic chez l'homme, c'est de faire une coloscopie, de mettre un ballon et de regarder le seuil de la douleur à partir duquel, de pression, à partir duquel on déclenche une douleur chez l'homme. Il y a un seuil de pression où tous les hommes sains n'ont pas, enfin les hommes et femmes, les humains sains n'ont pas de douleur et tous les gens qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont une douleur. Donc c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Donc ça doit être lié à la mastocytose parce que ces mastocytes dégranulent. Et puis 2, la giardiose doit augmenter le nombre de terminaisons nerveuses au niveau de l'intestin qui fait que vous êtes plus sensible à la pression chez les gens qui ont fait une giardiose. Mais c'est toujours après l'infection, après que les gens aient été guéris de l'infection. Donc c'est pas un problème lié directement à la maladie, c'est une séquelle de la maladie. Alors, le risque de contamination homme animal, peut-être que ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on commence à avoir des échecs thérapeutiques avec des gens qui vous disent « Oui, mais mon animal a été diagnostiqué positif, est-ce que je me suis recontaminé ?» Ça, on n'en sait rien, mais avec Bruno, il va falloir qu'on y travaille parce que, justement, maintenant, nous, on va être passé CNR, on fait les génotypes. On fait déjà des génotypes, mais on le faisait sans être officiellement CNR. Donc, ça serait intéressant de regarder si on retrouve la même chose. Il y a eu de la contamination de bovins. Alors je pense que dans un sens, c'est quasiment décrit. C'est-à-dire que l'homme a contaminé les animaux. Les bovins, par exemple, en France, il y a une étude de Gurdon qui était européenne. La France était le seul pays où il y avait plus de Giardia A et B, donc de type humain chez les bovins, que de génotype bovin chez les bovins. Donc je pense que c'est lié au fait que, on donne de l'eau du puits, que l'eau du puits peut être contaminée par pas par la station d'épuration, mais par la fosse septique de la ferme, et que le paysan contamine ses bovins. Il y a eu une étude qui a été faite sur des gorilles en Ouganda, où on a retrouvé des génotypes humains chez les gorilles, mais les gardiens étaient porteurs du même parasite. Et il n'y avait pas de traitement des eaux usées chez les trucs des gardiens, donc on pense que les gorilles sont contaminés, c'est pas l'inverse. Contamination chien-homme, il y en a eu pas mal, plutôt homme-chien. Au Mexique, il y a 50% des génotypes A. Au Canada, ils disent que la totalité est quasiment des chiens contaminés, c'est du génotype A. Au Brésil, même génotype A1 chez le chat, le chien et chez les patients. Et puis, dans Thaïlande, ils ont trouvé 33 chiens autour d'un monastère qui a été contaminé par le même génotype que les moines. Donc voilà, et conclusion, est-ce que c'est l'homme qui contamine les animaux? Je pense plutôt. Est-ce que l'homme contamine est-ce que les animaux contaminent l'homme? C'est peut-être possible. Et comme on a souvent des problèmes, alors c'est une maladie qui est bénigne. Simplement, quand vous avez des douleurs abdominales, que vous maigrissez, vous avez la diarrhée tout le temps, les gens ils craquent. Quand les gens ont des giardioses sur plusieurs mois parce qu'on n'arrive pas à les guérir, il y a franchement un gros problème. Et il y a relativement peu de personnes qui s'intéressent à ça, et d'un point de vue pratique, le résultat, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un système. Soit c'est une souche qui est résistante, donc on essaye d'associer métronidazole et benzimidazolé, soit il faut trouver le lieu de la recontamination, et je pense que voilà, on n'avait pas en tête que les animaux de compagnie, même s'ils sont asymptomatiques, sont souvent contaminés, et peut-être qu'il y a une contamination possible avec les animaux de compagnie. Alors juste 2 mots pour l'épidémie de Bergen. Il y a eu dans un lac de montagne, il y a eu un problème d'épisodes pluvieux avec une contamination par des eaux usées, des eaux du lac. Et donc le résultat des courses, c'est qu'on a eu des gens qui étaient malades. Il y a eu 42 000 personnes qui ont reçu l'eau contaminée.
un taux d'attaque de 149 pour 10 000. Les gens avaient bu plus de 5 verres d'eau. Voilà. Merci beaucoup.